Merci à vous d'être venu à cette session qui s'appelle la boîte à outils pour une living documentation, ou pour une documentation vivante si on évite de faire du franglais. Donc d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Paul Apriou, je suis plus connu sur les réseaux sociaux par le surnom de Binoots. Je suis développeur Java depuis une dizaine d'années, je suis membre du Bordeaux Jug. Je suis développeur dans le projet ASCII Doctor, en particulier ASCII Doctor Ant. Et dans la vraie vie, je travaille chez Electra, qui est une société dans tout ce qui est machine de coupe pour l'industrie du textile, et aussi éditeur logiciel, et en ce moment, en plus, on recrute. Donc venez me voir si vous voulez, à la fin, on pourra en parler. Donc l'idée de ce talk, c'est qu'il y a un an, à BDITO 2015, hein, comme je viens chaque année, donc c'est toujours l'idée de faire un petit retour, c'est qu'il y avait une conférence qui était faite par Cyril Merfer, qui s'appelle Living Documentation, vous allez aimer la documentation. Et cette conférence, elle était vraiment super, je vous conseille de voir la vidéo, elle est disponible entre autres aussi sur le site sur YouTube pour Devox, il a fait aussi à Devox. Et cette session explique que la documentation, il ne faut pas la négliger, c'est quelque chose d'important dans un projet, et en plus ça peut être fun, ce qui normalement n'est pas compatible. Documentation, fun, on n'a pas vraiment de lien. Et donc voilà, cette présentation m'a vraiment inspiré. Et ensuite, comme j'étais assez fan, j'ai aussi pris le bouquin. Donc le bouquin qui est sur Leanpub, Live Documentation avec tout ce qui est Domain Driven Design. Donc le prix est libre, donc vous pouvez l'acheter au prix que vous voulez, même zéro. Cyril vous en vendra pas, ça fera au moins un compteur de plus pour les lecteurs de son livre et avoir des retours. Donc tout ça m'a un peu mis sur une nouvelle voie depuis un an, c'est que pour moi la documentation elle est passée dans un nouveau cycle, un peu documentation 2.0, même si c'est un peu has-been 2.0. Pour moi c'est un nouveau jouet pour pouvoir apprendre des choses, tester des choses. Le code on sait déjà plein de choses, on sait le compiler, on sait le tester. Mais en fait la doc aujourd'hui est un peu dans cette phase-là. La doc, on a envie de la mettre avec le code, on a envie de la builder, on a envie de la tester, on a envie d'avoir le même cycle que le code. Et il y a des outils qui sont autour, qui sont en train de se créer. Mais le gros problème de la doc par rapport au code, c'est que si elle n'est pas à jour, ça sert à rien. C'est la maintenance qui est l'enjeu majeur de la documentation. Elle doit rester vivante. Et une des solutions, entre autres qui est exposée par Cyril dans son livre, c'est que c'est grâce au lien avec le code que la documentation peut être à jour. Donc là, l'idée maintenant dans cette présentation, c'est que je vais vous exposer ma boîte à outils que j'utilise depuis un an pour avoir en tout cas de la documentation à jour et qui est en lien avec mon code. Donc d'abord, on va passer sur la documentation technique. Alors documentation technique, c'est celle qui est plus facile, en tout cas qu'on connaît très bien. Le README à la base de son projet pour expliquer le contexte du projet, comment on build le projet, ou un tuto parce qu'on fait une API qu'on veut exposer avec des exemples et aussi des exemples de code par exemple, ou même la documentation d'une API REST qu'on veut publier à quelqu'un qui va utiliser notre API. Donc tout ça, c'est de documentation qu'on doit écrire, qu'on doit maintenir, et comment la rendre la plus vivante. Alors pour moi, une des solutions, c'est ASCII-Doc et ASCII-Doctor. Bon là, je suis un peu biaisé parce que je suis un peu dans le projet, mais ASCII-Doc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme du Markdown, bon en mieux. Mais déjà le Markdown c'est déjà très bien. C'est l'idée d'utiliser une syntaxe textuelle pour décrire la documentation technique. Après ensuite on a des outils, par exemple ASCII-Doctor, qui est tout un toolchain pour convertir tout ça dans les formats qui vont bien, qui fait qu'on a envie de le livrer en HTML, en PDF, en EPUB ou autre. Donc en utilisant ce type d'outils, on va se concentrer beaucoup plus sur le fond pour écrire une documentation. C'est le but, c'est d'aller le plus vite possible, d'être productif. C'est du texte, donc on peut utiliser n'importe quel éditeur, par exemple son IDE, donc comme ça on ne change pas d'outil entre son code et sa documentation. On peut la mettre avec son code en conf, donc on peut gérer un historique, on peut faire des branches, on peut faire des merges, ça suit vraiment la même chose que le code. Et puis finalement on a un peu l'impression de coder parce qu'on a une petite syntaxe à écrire, des trucs sympas, des variables, on peut faire des choses vraiment très intéressantes. Donc ça c'est la premier conseil. Et entre autres, il y a une des choses intéressantes que moi j'ai utilisées, c'est qu'il y a une macro dans ASCII-Doc qui est l'include, donc inclure un fichier. Et l'idée, c'est qu'on peut inclure un fichier de code, donc son fichier de code source par exemple. Imaginons qu'on est en train de faire une doc et qu'on veut avoir un code exemple pour utiliser, et ben au lieu d'écrire son bout de code, qu'on risque de se tromper, de mettre un point virgule qui ne va pas ou une erreur de syntaxe, ben on fait directement un lien vers une classe, par exemple Java de son projet, qu'il soit dans les tests, dans les sources, n'importe quoi, et quand on va générer notre doc, et ben au moins elle sera à jour. Si on change de version, ben le code était à jour, donc on a toujours un doc à jour. Bon, ça c'est quand on va plus loin, c'est intégrer tout un code, toute une classe Java, ça peut pas forcément être très utile. Des fois, on a envie de mettre juste un petit morceau ou un petit truc. Donc là, il existe une notion qui s'appelle les tags, où ici, dans le code Java, il suffit, bon, c'est un peu plus intrusif, mais de mettre un petit commentaire avec un tag, deux points de point, le nom d'un tag, et un n, deux points de point, le nom du tag. Et quand on inclut ici, on peut juste mettre tags égale hype, et là, on va inclure que le petit morceau de code qu'on a tagué. Donc là, c'est encore plus précis pour justement inclure du code dans sa documentation. Donc ce qui donne en termes de rendu,
Imaginons qu'on a ce ASCII-doc, on utilise ASCII-Doctor pour compiler ça et pour générer un HTML, et on obtient un code d'exemple comme ça avec le code qui est extrait de la base de code, quoi. Donc ça, pour moi, c'est le premier conseil. Un autre conseil, c'est qu'on peut aussi inclure autre chose que des fichiers de code, mais des fichiers, par exemple, JSON. On est en train de faire une API REST qu'on a envie de documenter, et il y a des exemples de body qu'on peut, par exemple, écrire pour représenter ce que va avoir en retour notre API REST. Au lieu d'écrire un JavaScript en plein milieu JSON, voilà, on inclut un fichier de nos tests, qu'on utilise dans nos tests, parce qu'on a utilisé des fichiers JavaScript JSON pour pouvoir tester notre API, et ben on l'inclut ensuite dans la documentation. Donc si le JSON bouge parce que notre API bouge, notre documentation sera à jour. C'est de tout petits exemples comme ça où on peut vraiment faciliter la maintenance d'une documentation. Donc ensuite, on va passer à un autre type de documentation, c'est documentation métier. Alors là, on rentre dans le domaine, pour ceux qui connaissent, de BDD, Behavior Driven Design. Donc là, l'idée, c'est d'écrire de la documentation qui a un sens pas que pour nous, mais aussi pour les experts métiers. Donc c'est l'idée d'écrire de la documentation avec un langage le plus naturel possible, qui pourrait être écrit par quelqu'un des experts métiers, avec les vocabulaires du domaine métier, pour décrire des spécifications du projet, de l'application qu'on est en train de faire. Et après, BDD va essayer de réconcilier ça, d'apporter des outils en plus de ce process pour pouvoir utiliser ces spécifications pour créer des tests automatisés. Donc là, la documentation va permettre de automatiser des tests et de permettre de vérifier que le code est toujours à jour avec la documentation. Alors pour ça, il y a le projet Cucumber, cucumber.io. Lui propose, c'est plutôt un projet global avec plein d'implémentations dans différents langages, en Java, en JavaScript, n'importe quel langage, où il y a des implémentations de Cucumber. Et là, je vais faire un petit exemple sur Cucumber Java, mais l'idée est vraiment la même dans les autres implémentations. Donc déjà, il faut récupérer les librairies Cucumber Java et le wrapper avec l'outil de build de test qu'on utilise, par exemple JUnit. Et après, on va écrire un fichier qui s'appelle un fichier feature, avec une syntaxe qui a été normalisée, qui s'appelle Gherkin. Je vais vous le montrer en suivant. Donc ce fichier feature, c'est l'idée qu'on l'écrit ensemble avec un expert métier, on se met d'accord sur quelles sont les hypothèses, les spécifications de notre code. Ensuite, on a un petit peu de coder un peu une classe qui fait la glue entre notre fichier feature et les tests JUnit. Et après, on a un runner JUnit qui va nous lancer les tests à chaque build. Donc le fichier feature, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les grandes lignes, c'est de décrire une feature avec un nom textuel ensemble. On décrit le scénario. Donc le scénario, on dit par exemple, si vous avez vu ma conf tout à l'heure sur Dropbox et l'API en ligne de commande, j'ai une commande que je veux faire pour un outil en ligne de commande qui s'appelle Whoami. Si j'ai une API une clé pour l'API Dropbox, quand je tape Whoami, ça doit me retourner mon nom. Si je tape la commande ls, ça doit me retourner une liste de passes. Donc ça, c'est un peu, on se met d'accord avec l'expert métier sur ce que doit faire notre application. Et ensuite, on a écrit une classe Java, j'espère que ça se voit un petit peu, où on va utiliser des annotations de Cucumber pour mapper chaque step finalement qu'on avait tout à l'heure, le given when then, sur un code Java. Donc avec un petit peu de syntaxe de regex, mais très simple. Quand j'avais given Dropbox API key, je vérifiais juste que j'ai bien une clé Dropbox qui est valide. Quand je fais when I type une commande, je capture la commande et je peux exécuter cette commande, par exemple, ce qui me permet de factoriser des steps, si j'ai plein de fois le même texte qui est répété. Et après, j'ai des assertions. Quand j'ai le then, je peux faire des assertions pour vérifier que le résultat est valide et ainsi de suite. Donc ça, à coder, ça peut être intéressant. On peut écrire beaucoup de tests, finalement, parce qu'on réutilise des steps, Et ensuite, on a le runner, donc là c'est plus JUnit qui a besoin de dire qu'on est en train de runner avec Cucumber. Et après, par magie, si on a les noms de fichiers feature et les noms de fichiers steps qui sont quand le même nom, il va faire la glue et tout va être s'exécuter comme un test classique JUnit. Et après, si on utilise des plugins pour gérer tout ce qui est sortie de documentation, par exemple, moi j'utilise QDoctor, qui me permet de générer en sortie un fichier HTML qui me fait plutôt un fichier assez sympa où j'ai un embryon de spécification finalement, où je retrouve mes différentes steps, given when then, et en plus je sais si le test est passé ou pas. Et donc comme ça, je peux finalement utiliser ça comme doc de mon projet pour savoir ce que fait mon application. Donc tout ça, ça a réuni le code, la documentation, avant, amont, aval, tout ça dans un même outil. Je vous conseille au moins d'essayer et de tester juste très simplement déjà au début, et après de voir comment vous pouvez intégrer les experts métiers dans tout ça. Voilà. Alors, autre exemple de doc métier, si on parle de Domain Driven Design, si vous avez vu la conf d'Emilien en première partie, là, qui était vraiment très intéressante, l'idée c'est, quand on commence à se concentrer sur le métier dans notre code, c'est qu'on a envie que le vocabulaire entre notre application et notre code soit le même. On n'a pas envie que quelqu'un parle de A et nous on parle de B, on ne se comprend pas. Donc on doit retrouver le même vocabulaire. Et comment s'assurer ça ? Par exemple, de faire un glossaire dans notre code.
On peut, en Java, par exemple, utiliser une notation qui sert juste de marqueur. On va noter quelques classes dans notre domaine métier qu'on a modélisé et dire cette classe elle est importante, je veux la mettre dans un glossaire. J'utilise une petite Javadoc que j'écris pour décrire ma classe comme j'aurais fait d'habitude. Et l'idée ensuite, c'est que en codant rapidement un outil, par exemple dans le domaine Java, un plugin Maven avec une librairie qui s'appelle Qdocs, qui est, je vous conseille, super pour analyser du source Java, qui permet de retrouver les classes qui avaient telle annotation. On génère facilement un fichier ASCII-doc qui est juste du texte à générer, et ensuite on peut le générer en HTML, en PDF. Bref, ensuite on a, chaque build, si on fait ça, on a un HTML qui nous décrit le glossaire de notre application. On le montre à notre expert métier, est-ce que ça te parle? Oui, non, on n'est pas d'accord, je modifie mon code, je régénère un glossaire, il est à jour. Comme ça, on a une façon de montrer ce qu'on a dans notre code sans montrer un IDE qui, forcément, ça va donner un petit peu pas envie de regarder, alors que là, on a quelque chose qui est une documentation qui est vivante. Autre exemple, les documentations d'architecture. Donc là, on parle de diagrammes. Donc c'est celui qui fait les diagrammes, c'est jamais très simple pour décrire une architecture d'un projet. Alors déjà, si on prend l'idée, dans la même idée que ASCII-doc, utiliser plutôt des syntaxes textuelles. Par exemple, le dot est vraiment très sympa pour décrire un graphe, tant qu'il reste simple, bien sûr, en disant juste des flèches, et avec quelques outils, on peut, de la même façon qu'on avait pu avoir des marqueurs pour les annotations pour le glossaire, mettre des marqueurs dans notre domaine métier pour dire que telle entité est liée à telle autre et ainsi de suite. Utiliser une librairie qui s'appelle dot-diagram qui permet de générer un fichier dot avec une syntaxe Java, je rajoute un nœud, j'enlève un nœud, ainsi de suite. J'obtiens en sortie un syntaxe dot, et qu'après je peux générer en HTML un diagramme, et ainsi de suite. Quand je fais ça, j'ai vraiment toute la chaîne. Mon diagramme est vraiment issu de mon code. C'est juste la représentation graphique de ce que j'ai vraiment codé dans mon application. Rapidement, je vous liste les outils qui peuvent être utilisés pour représenter du dot. Donc il y a GraphViz qui est très connu, Dot Editor. Je vous conseille aussi PlantUML, c'est une autre syntaxe mais qui supporte dot. Donc juste en rajoutant à votre fichier dot deux start dot et un dot, il y a un plugin Chrome qui vous lit le fichier PlantUML et qui vous l'affiche en image PNG, quoi. Donc là, avec très peu d'outils, vous avez une chaîne complète pour pouvoir voir votre graphe. Alors deux exemples pour moi, ce que j'ai vraiment utilisé dans mes projets. Donc j'ai utilisé le domaine métier où j'ai marqué mes entités avec des annotations pour dire quelle entité je voulais ressortir dans mon domaine. Et j'ai codé un petit plugin Maven très rapidement et j'ai sorti ce diagramme-là pour représenter quelles sont les interactions entre mes entités. Alors là, on voit qu'il n'y a pas du tout de cardinalité, c'est juste grosso modo les liens entre entités. Et avec ça, on peut vraiment aller voir son expert métier, voir si ce que j'ai modélisé, tu le comprends, est-ce que tu vois ce que ça veut dire, est-ce qu'on a les mêmes termes, est-ce qu'on a les mêmes notions, et ainsi de suite. Et si c'est pas bon, je modifie mon code, je ne vais pas modifier le diagramme, ça sert à rien, je modifie mon code, je régénère le diagramme et je peux lui montrer. Dernier exemple, diagramme d'architecture. Donc là, c'est plutôt quand j'ai des choix de design dans mon application où tel package ne doit pas dépendre de tel package parce que il faut que mon domaine ne dépende pas de l'infrastructure de mon application, ainsi de suite. Pareil, on met quelques marqueurs dans son code, on fait un outil et on peut générer ce type de diagramme. Et là, l'idée, c'est plutôt de se rendre compte que s'il y a une flèche qui n'est pas bonne sur le diagramme, parce qu'il y a une dépendance qu'on ne devrait pas avoir, c'est une manière de faire de la rétroconception pour remodifier son code, pour avoir le diagramme qu'on voudrait avoir, qu'on voudrait représenter nos choix d'architecture. C'est une façon d'arriver sur un projet, de voir qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. De suivre finalement des choix qu'on a fait dans notre application, mais qui ne sont pas automatisés en termes de règles. Là, on a une façon de le représenter. Donc finalement, voici un peu la liste des outils que je vous ai présentés, Cucumber, ASCII-Doctor, Qdoctor, des annotations Java, mais dans d'autres langages, je pense qu'on a aussi les mêmes principes. Un outil de build qui permettrait de faire des plugins pour pouvoir faire ça, et après Qdocs, que je vous conseille aussi dans le monde Java, pour pouvoir parser des fichiers Java. Et l'idée plutôt, c'est que même si c'est que du Java, c'est qu'il y a d'autres, il faut faire un petit peu d'outillage, et des fois il faut trouver le temps pour le faire, mais c'est intéressant de faire ces petits outils pour pouvoir automatiser des choses et avoir la documentation qui est vivante. Et on peut avoir vraiment un gain après sur ces projets. Et si ça vous intéresse, il y a une organisation GitHub qui vient d'être créée. On commence tout juste à essayer de recenser quelques exemples de projets ou des liens vers des outils dans différents langages pour pouvoir justement avoir une petite communauté, parce qu'il y a des choses. L'idée, c'est qu'on fait quelque chose dans son coin, peut-être qu'on peut l'exposer et le partager avec d'autres personnes. Donc voilà, l'idée, au tout début avec Cyril, on va essayer de lister un peu différents projets qui parlent de Live-in Documentation. Voilà, j'ai fini. Si vous avez juste une ou deux questions.